Vous écoutez Radio Classique. Et oui, les Jeux Olympiques n'ont pas toujours été consacrés uniquement au sport et aux athlètes. Vous avez bien compris qu'un certain nombre de grands auteurs, qu'il s'agisse de dramaturges ou simplement même d'auteurs, venaient faire lecture de leurs travaux. Et donc, Hérodote lit son enquête, lit son historia. Et parmi tous les jeunes gens qui sont là, qui l'écoutent, il y en a un qui est plus attentif que les autres. Oh, c'est encore un enfant. Il s'appelle Thucydide. Il est ému, Thucydide, il est même fasciné par une sorte de révélation. Car ce qu'il entend lui parle. Cette histoire extraordinaire, il comprend que c'est beaucoup plus qu'une suite d'événements, des événements plus ou moins vrais, plus ou moins mythiques. Cette histoire, elle peut être racontée, elle peut être comprise et transmise, elle peut être une œuvre de raison et de vérité. Cette lecture publique qu'Hérodote donne de son histoire, de son enquête pendant ces Jeux Olympiques, qui sont sans doute ceux de 776 qui sont ceux de 300 avant Jésus-Christ, cette histoire, elle va frapper ce jeune cerveau. Et il se dit, le jeune Thucydide en écoutant ça, il se dit que ce que le père de l'histoire lui donne, c'est peut-être un peu plus qu'un exemple, c'est une piste à suivre. Quelque chose s'est éveillé en lui au milieu de ces tribunes d'Olympie. Alors, c'est vrai que dans son enquête, Hérodote a recueilli toutes sortes de renseignements. Il n'a pas vraiment fait le tri. Il a eu tendance à tourner le dos aux mythes chantés par les Aèdes et il a plutôt interrogé les marchands, les voyageurs, les habitants des différentes contrées dans lesquelles il a voyagé pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il rejette les légendes pour autant, ni même les on-dit. Il précise, je le cite, « Pour mon compte, ce qu'ils disent ne me convainc pas. » Ou encore il dit « Libre à qui trouvera croyable de telles histoires d'accepter ces récits que font les Égyptiens. Pour moi, mon seul dessein dans tout ouvrage est de consigner ce que j'ai pu entendre dire aux uns et aux autres. » Oui, il consigne Hérodote. Il sauve en quelque sorte de la mémoire, il la sauve à la diable et pour l'éternité. Il essaie de comprendre aussi comment les sociétés en sont venues là où elles en sont, pourquoi certaines entrent en guerre, comment les passions, les intérêts, les erreurs de jugement peuvent façonner les décisions humaines, raconter l'histoire par la logique des hommes, proposer une analyse rationnelle des événements et de leurs causes, en renonçant à tout ce qu'il peut y avoir de merveilleux ou d'agréable dans le récit. Voilà quelle était l'ambition d'Hérodote. Et cet agrément du récit, personne n'en est à l'abri. Vous savez, quand on fait de l'histoire, on a tendance parfois à enjoliver un peu les choses. Ça peut arriver, disons. Mais quand le petit Thucydide, quand cet enfant qui écoute Hérodote avec attention fait une analyse, quand il fait retour en lui-même, il se dit qu'il y a peut-être mieux à faire. Il se dit que peut-être, au lieu de simplement consigner des faits qui ont été recueillis, on doit pouvoir les mettre en perspective et leur donner un sens et leur permettre d'expliquer la vie et le monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est né vers 460 avant Jésus-Christ, Thucydide, dans une famille tout à fait bien. Son père s'appelait Oloros, nom qui trahit une ascendance thrace et qui laisse entendre que la famille possédait des terres et des intérêts économiques dans toute cette région du nord-est de la mer Égée, territoire qui donc était, vous l'avez compris, stratégique, très important, avec en plus beaucoup de minéraux dans le sous-sol, beaucoup de bois également. Il y avait des mines d'or au mont Pangée, et d'ailleurs Thucydide va hériter d'une de ces mines, et ça va le mettre à l'abri pour longtemps. Alors, on ne sait pas grand-chose de la jeunesse de ce garçon, aucun contemporain ne nous en parle véritablement, et lui-même, dans son œuvre, reste d'une discrétion, disons-le, assez remarquable sur son parcours personnel. Pourtant, il y a un certain nombre d'indices qui permettent d'émettre des hypothèses. Thucydide, probablement, a reçu une éducation poussée, une éducation digne de son rang. Il est permis de penser qu'il a fréquenté l'école d'Antiphon de Ramonte, qui est un des plus grands orateurs de son siècle, le père
père de la rhétorique judiciaire. Il aurait pu transmettre à Thucydide le goût de l'argumentation, du raisonnement structuré, de l'impartialité. Toutes ces qualités qu'on va retrouver dans l'œuvre majeure de Thucydide. Et alors là, on n'est plus du tout dans l'enquête généralissime d'Hérodote. On est dans un véritable travail d'analyse historique. Ça s'appelle la guerre du Péloponnèse. Je vous lis les premières lignes de la guerre du Péloponnèse où Thucydide va parler de lui à la troisième personne. Thucydide l'Athénien a raconté la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens. Il s'est mis à l'œuvre dès le début de la guerre car il prévoyait qu'elle serait importante et plus mémorable que les précédentes. Ce fut l'ébranlement le plus considérable qui remuait le peuple grec, une partie des barbares et pour ainsi dire presque tout le genre humain. Si nous ne savons pas grand-chose en vérité de la vie de Thucydide, on en sait, grâce à lui, un peu plus sur le monde dans lequel il est né. En 460 avant Jésus-Christ, donc au milieu du 5e siècle, la Grèce est tout juste sortie des grandes convulsions, ce qu'on appelait les guerres médiques. Vous savez, ces guerres contre les Perses, ces affrontements qui, une génération plus tôt, ont opposé toutes les cités grecques au gigantesque empire achéménide. Les armées des grands rois Darius, Xerxès, qui ont été repoussés à Marathon, contenus aux Thermopyles. Ça, c'était les 300 de Léonidas. Rappelez-vous, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Des armées qui ont été battues, les Perses, à Salamine. Athènes, vous le savez, a joué un rôle absolument décisif. Un rôle militaire, c'est certain, mais aussi un rôle moral qu'on pourrait qualifier, nous, de politique. Cette victoire des cités grecques contre l'envahisseur oriental a renforcé chez les Athéniens la conviction qu'ils étaient appelés à un destin supérieur. Et la cité d'Athènes, quelques années avant la naissance de Thucydide, on est là dans ce qu'on appellera le siècle d'or, cette cité d'Athènes dont les murailles ont été relevées, dont la flotte a été agrandie, dont les alliances se sont constamment renforcées, est devenue un pôle majeur de stabilité dans toute cette région hellénique. Et c'est sous l'impulsion d'abord de Thémistocle, puis de Cimon, puis bien sûr de Périclès qu'Athènes est devenue cette espèce de puissance dominante, puissance maritime bien sûr, à la tête de la Ligue de Délos, alliance défensive qui était née de la guerre contre les Perses et qui, assez rapidement, va se transformer en une alliance offensive parce qu'il y a un véritable empire athénien. Et donc l'époque est celle d'un double mouvement. Vous avez d'un côté Athènes qui est en train de s'étendre, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, et puis de l'autre une montée des tensions parce qu'il est évident que dans les autres cités grecques, cette suprématie d'Athènes commence à être inquiétante, à commencer par les Lacédémoniens. C'est à Sparte qu'on se pose des questions sur la cité rivale du Péloponnèse, bien entendu. Et il y a d'autres cités qui s'inquiètent de cette puissance athénienne. On est à l'époque là des sophistes, c'est les tout débuts de la philosophie, les grandes constructions monumentales également. Sous Périclès, c'est la construction des grands monuments que vous connaissez sur l'Acropole. Il y a les grands dramaturges, Euripide, Sophocle, Socrate qui va lui créer à travers les écrits qu'en laissera Platon la philosophie classique. C'est l'âge de la démocratie, bien entendu, l'âge de toutes les passions politiques aussi. Voyez dans quel climat va grandir Thucydide, un monde où les idées circulent, où la guerre n'est jamais loin, où Athènes brille de mille feux, tout en s'engageant dans une espèce de spirale de conflit, parce que quand vous êtes une puissance montante de cette importance et que vous avez tendance à attirer à vous tout ce qu'il y a d'important dans votre monde, dans votre univers stratégique, il est évident que ça crée des tensions et même que ça va basculer vers la guerre. C'est en 431 que la tension latente entre Athènes et Sparte va éclater. Ça y est, cette fois c'est la guerre. Ça va durer 30 ans ce conflit, qui n'est plus seulement un affrontement militaire. C'est un choc de deux puissances, un choc de deux modèles politiques. D'un côté, vous avez l'Athènes qu'on pourrait qualifier de démocratique et d'impériale, et puis de l'autre, en face, vous avez l'oligarchie traditionnelle des Spartiates. Toutes ces tensions couvaient depuis longtemps. Thucydide lui-même a identifié la cause profonde du conflit, c'est l'impérialisme athénien, c'est la domination d'Athènes sur les mers. Tout ça a transformé la Ligue de Délos en un véritable cheval de Troie pour une Athènes qui est toujours plus intransigeante envers ses alliés. Thucydide va être en quelque sorte l'homme de cette situation. Thucydide nous fait un récit terrible de la soumission du peuple de Mélos. Mélos, c'est une petite île tout à fait
comme on pourrait dire, sans défense, une petite île pacifique, là, l'île de Mélos a été complètement mise, les Méliens ont été mis en coupe réglée par les Athéniens, et les Méliens ont exposé leur volonté de neutralité, ils ont demandé un peu de compassion de la part des Athéniens, et Athènes a assiégé Mélos, a affamé cette île jusqu'à la reddition. On a tué tous les hommes en âge de se battre, on a réduit en esclavage les femmes et les enfants, on a laissé la cité en cendres, ce qui va faire dire à Thucydide, le fort fait ce qu'il peut faire et le faible subit ce qu'il doit subir. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 424 avant Jésus-Christ que Thucydide est nommé stratège, c'est-à-dire magistrat militaire chargé de gérer les affaires publiques et les affaires militaires aussi de la cité. À peine nommé, il va devoir faire face à un événement qui est assez dramatique, c'est le siège d'Amphipolis, une cité stratégique qui a été prise par le général spartiate Brasidas. À ce moment-là, Thucydide ne peut pas laisser faire, les Athéniens ne peuvent pas laisser faire. Il accourt, il arrive trop tard pour empêcher la chute. C'est pour Athènes un véritable désastre, et on est dans une démocratie à Athènes. Quand vous échouez de cette manière, il faut en subir les conséquences, et en l'occurrence, Thucydide est condamné à l'exil, un bannissement qui aurait pu marquer la fin de sa carrière. En réalité, ça va être le point de départ d'une autre carrière. Vous avez bien compris où se trouve l'ambition profonde, essentielle de Thucydide. Lui, son idée, c'est de poursuivre l'enquête d'Hérodote, c'est d'aller chercher les causes des événements, se demander notamment pourquoi a eu lieu cette guerre, pourquoi elle a duré si longtemps, qu'est-ce qui a bien pu pousser les hommes et les cités et leurs dirigeants à prendre les décisions qu'ils ont prises. Thucydide est un véritable historien au sens où nous l'entendons, et je le cite. En ce qui concerne les faits qui se sont produits pendant la guerre, il m'a semblé que le procédé correct ne consistait pas à fonder mon récit sur des informations transmises par des témoins quelconques ou sur mes propres impressions. Il fallait au contraire m'attacher jusqu'au moindre détail avec toute la précision requise, à la fois aux faits dont j'avais été moi-même témoin et à ceux que d'autres m'apprenaient. Cette méthode était pénible, car ceux qui avaient assisté à un événement donné ne disaient pas les mêmes choses sur les mêmes points, leurs déclarations étant influencées par leur sympathie ou leur mémoire favorable à tel ou tel camp. Extraordinaire, cette ambition de Thucydide d'atteindre à ce qu'on doit pouvoir considérer comme une forme d'impartialité. Partialité à laquelle il n'atteint pas d'ailleurs, mais qu'il recherche, c'est déjà énorme. Il a une ambition, cet homme-là, c'est de bâtir une œuvre qui soit pas du tout un divertissement pour raconter l'histoire des siècles passés comme le faisait Hérodote. Non, il veut lui constituer ce qu'il appelle un trésor pour toujours. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit lui-même. Si l'on peut y voir clair dans les événements passés ou dans ceux qui à l'avenir seront la loi des choses humaines et présenteront des similitudes ou des analogies, eh bien cela me suffira. Les faits que je rapporte constituent un trésor pour toujours, plutôt qu'une production d'apparat pour un auditoire du moment. Voilà ce qu'est la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il ne va pas la finir, cette guerre du Péloponnèse, Thucydide. En fait, il achèvera jamais son récit qui s'interrompt brutalement en l'an 411. J'ai retrouvé à peu près mes chronologies et mes dates. Vous aurez compris que je suis arrivé un petit peu essoufflé à ce micro. Il y a des jours où le métro est un petit peu poussif, disons. Peu importe. Toujours est-il que nous sommes bien en 411 lorsque le récit de Thucydide s'interrompt, cette guerre du Péloponnèse, alors même que le conflit se poursuit pendant encore près d'une décennie. On ne sait pas pourquoi l'auteur a arrêté son récit exactement à ce moment-là, mais ce qu'on sait, c'est que Thucydide, finalement, a pu rentrer à Athènes après son exil et que peut-être il avait considéré l'écriture de ce livre que nous considérons nous comme une référence majeure, il a considéré lui cette écriture comme une occupation d'exil, probablement. Thucydide n'a pas pu relater la guerre jusqu'au bout. La guerre en question, elle s'est conclue en 404 avant Jésus-Christ par la victoire de Sparte et la capitulation sans condition d'Athènes, la chute de son empire maritime et de sa démocratie, tout ça remplacé par un régime oligarchique, ce qu'on a appelé les 30 tyrans. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Bref, le retour de Thucydide à Athènes ne s'accompagne d'aucun rôle public connu. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de réhabilitation officielle de cet homme.
Rome après le bannissement qu'il avait connu, après cet ostracisme. Mais il va y avoir, et pour nous c'est infiniment plus important bien sûr, il va y avoir le legs que son travail pendant l'exil a rendu possible, ce manuscrit qui a été conservé, copié, transmis, ce manuscrit qui sera ensuite complété par un autre historien, le grand Xénophon, qui reprendra le récit, lui, à partir de 411, c'est-à-dire exactement à l'endroit où l'avait abandonné Thucydide, Xénophon, avec ses Helléniques qui relatent l'histoire grecque durant le demi-siècle qui suit le récit de Thucydide. Le travail de Xénophon couvre un demi-siècle environ, de 411 à 362 exactement. Donc, l'œuvre de Thucydide aura été une œuvre fondatrice, au moins aussi fondatrice que l'avait été l'enquête que Hérodote avait baptisée son Historia et qui a donné le nom même de l'histoire. Est-ce que l'œuvre de Thucydide a été très connue des contemporains ? Pas forcément. On sait qu'il a été cité un certain nombre de fois par la suite par les historiens latins notamment. Et puis, on doit sa redécouverte essentiellement à des historiens modernes et anglo-saxons. D'abord, Thomas Hobbes, qui a été un des premiers traducteurs de la guerre du Péloponnèse, là on est en 1629, Hobbes voyait en Thucydide « the most politic historiographer that ever write », le plus important des historiographes politiques qui ait jamais écrit, disait-il. Et puis ensuite, il y a eu David Hume, qui a dit que les premières pages de Thucydide étaient, à son avis, le début réel de ce qu'on doit pouvoir considérer comme l'histoire. Ça, c'est Hume qui nous dit ça. Dans le sillage d'Hérodote, donc, qu'il avait entendu lors de ces Jeux Olympiques, dont il avait suivi en quelque sorte la lecture, alors qu'enfant, il était encore tout disposé à se laisser captiver, passionné par quelque chose de neuf, et Dieu sait que le travail d'Hérodote était neuf, eh bien, Thucydide a essayé de décortiquer le monde. Il a apporté une dimension supplémentaire à ce qu'on doit pouvoir appeler la discipline historique. Là où d'autres offraient des récits pleins de couleurs, de prodiges, de dieux en embuscade, de traditions dont certaines faisaient sourire, mais qui avaient au moins le mérite d'avoir été sauvés d'un oubli où la nuit des temps l'aurait sinon englouti, lui passait à autre chose. Lui passait à la rigueur, à la logique, au déchiffrement des motivations humaines. Et en ça, on peut dire qu'il est donc le premier des historiens, et son œuvre, aujourd'hui encore, continue de hanter les cercles du pouvoir. C'est assez étonnant de voir à quel point le nom de Thucydide est aujourd'hui unanimement cité. Alors peut-être aussi parce que l'historiographie anglo-saxonne et américaine en particulier a, depuis longtemps, occupé le haut du pavé, et que un certain nombre de ces historiens anglo-saxons qui ont été biberonnés à Thucydide ont tendance à citer celui qui est un petit peu leur modèle, d'une certaine façon. L'analyse que Thucydide nous donne des tensions entre une puissance établie d'un côté et une puissance montante d'une autre, en l'occurrence entre Athènes et Sparte, cette analyse des tensions trouve aujourd'hui, dans les rivalités que nous connaissons dans le monde actuel, évidemment des échos étonnants. Vous savez ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, c'est cette théorie géopolitique selon laquelle les grandes guerres éclatent quand un ordre ancien est menacé par un ordre nouveau, ou une puissance qui a été impérialiste et expansionniste se trouve menacée par la montée d'une puissance de plus en plus dominante. Exactement ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis d'aujourd'hui. Et l'on reparle évidemment aujourd'hui dans ce monde ancien menacé par un monde nouveau, on reparle du piège de Thucydide. C'est devenu en quelque sorte une grille de lecture pour nos contemporains. Thucydide nous parle peut-être aujourd'hui davantage qu'il parlait à nos aïeux et même à nos ancêtres. Thucydide nous parle aussi peut-être parce que tout simplement l'analyse qu'il a lancée, la méthode qu'il a mise au point ont quelque chose de proprement révolutionnaire. Vous écoutez Radio Classique.